Ma fille pensait que j'étais devenue un fardeau. Elle et sa famille chuchotaient dans mon dos. Ils se faisaient des signes comme pour dire « Sois patiente avec elle, elle devient lente ». Et puis un jour, en face de moi, ils m'ont dit que je ne pouvais plus vivre avec eux parce que j'étais trop lente. Je suis restée silencieuse comme si ce qu'ils disaient était vrai. Mais quand ils sont partis travailler, je leur ai montré à quelle vitesse je pouvais agir. Et quand ils sont revenus, toutes leurs affaires les attendaient sur la pelouse, devant la maison. Si cette histoire vous a touché, abonnez-vous et dites-moi dans les commentaires de quelle ville ou pays vous nous écoutez. Je suis curieuse de savoir d'où vous nous suivez. Je m'appelle Marguerite Dubois. J'avais 70 ans quand j'ai emballé mes dernières possessions dans 3 valises usées et quitté la maison où Pierre et moi avions élevé nos enfants. Après son décès, cette maison a commencé à me sembler trop grande, remplie de souvenirs qui pesaient sur moi comme la chaleur étouffante de chaque août à Lyon. Ce n'était pas seulement le silence, c'était la façon dont ce silence faisait ressurgir les rires, les disputes, les rêves que nous partagions la nuit. La maison ressemblait à un musée d'une vie déjà disparue. Lorsque ma fille Sylvie m'a suggéré d'emménager chez elle et son mari Thomas, j'y ai vu une bénédiction. Elle me l'a proposé avec cette voix calme qu'elle utilisait toujours pour résoudre les problèmes des autres. « Maman, c'est la solution la plus logique, » m'a-t-elle dit. « Tu ne devrais pas être seule. » Et moi, fatiguée de déambuler dans des pièces vides, fatiguée de constamment réparer des choses, les tuyaux qui fuitent et le porche affaissé, j'ai accepté sans trop réfléchir. Leur maison était plus récente, plus grande, dans un quartier élégant, avec des pelouses bien entretenues et des boîtes aux lettres qui brillaient au soleil. Elle avait une terrasse spacieuse, avec des chaises à bascule que je n'ai jamais vu personne utiliser, et d'immenses fenêtres aux rideaux parfaitement repassés. À l'intérieur, tout sentait, le produit au citron et la moquette neuve. On pouvait sentir que la maison n'avait pas encore d'histoire, comme si elle attendait simplement de devenir un foyer. Sylvie et Thomas m'ont réservé une petite chambre au rez-de-chaussée. C'était une minuscule chambre d'amis avec vue sur le jardin arrière. Ils ont placé un lit contre le mur, une commode près de la fenêtre et un bureau dans le coin. Au-dessus du lit, ils ont accroché un édredon fleuri que j'ai reconnu de mon ancienne maison. Je l'avais cousu moi-même il y a des années, quand mes mains étaient encore stables et que mes yeux ne me trahissaient pas. Ce détail m'a fait penser un instant que peut-être cela pourrait fonctionner. Et au début, ce fut le cas. Je restais occupée, trouvant des moyens d'aider. Je cuisinais, pliais le linge, balayais la terrasse. Sylvie me remerciait poliment, mais avec ce ton distrait, comme quand on dit à un enfant qu'il a bien fait son lit. Une fois, Thomas m'a remercié d'avoir raccommodé un trou dans sa chemise de travail. Mais c'était une gratitude rapide. Il l'a oublié aussitôt qu'il a fini de la formuler. Je me disais que c'était suffisant, que les familles s'adaptent, qu'il faudrait du temps pour trouver notre rythme. Après tout, j'avais passé des années à enseigner aux enfants comment se débrouiller dans le monde. Je pensais que je pourrais certainement apprendre à m'intégrer dans la maison de ma propre fille. Mais dès le début, il y avait des signes, petits. Mais ils étaient là, bien que je ne voulais pas les voir. Comme quand Sylvie réorganisait tout dans la cuisine après que je l'avais rangé. Ou quand Thomas laissait échapper un soupir parce que je prenais trop de temps à lasser mes chaussures près de la porte. Ou quand, au dîner, tout le monde parlait si vite que je pouvais à peine suivre la conversation et je hochais simplement la tête sans vraiment comprendre. C'étaient de petits détails, comme de minuscules fissures dans du verre. On les remarque à peine, mais si on applique une pression, tôt ou tard, ils se brisent complètement. J'ai essayé de faire plus d'efforts. Je suis devenue plus silencieuse. Après le dîner, j'allais directement dans ma chambre, où je ne pouvais entendre que le murmure de la télévision du salon. J'ai commencé à refuser quand ils m'invitaient à sortir avec eux.
et je pouvais sentir le soulagement caché dans leurs faux « Allez, viens avec nous !» Je me disais qu'il valait mieux être seule que de me sentir comme si j'étais dans le chemin. Bien sûr, il y avait des moments où je rêvais que les choses pourraient être différentes. Le matin, je m'asseyais avec mon café sur la terrasse et j'imaginais Sylvie venant bavarder avec moi, comme quand elle était enfant. L'après-midi, j'entendais leur rire venant du salon et souhaitais qu'ils m'invitassent, ou je regardais le coucher du soleil depuis la fenêtre de ma chambre et me rappelais comment on se sentait quand quelqu'un avait vraiment besoin de vous. Mais la réalité, comme elle tend à l'être, était plus dure. J'ai commencé à remarquer comment ils se regardaient mais par-dessus ma tête quand je parlais lentement ou leur demandais de répéter quelque chose. J'ai remarqué comment Thomas ajustait sa montre chaque fois que je prenais trop de temps pour répondre à une question. J'ai remarqué comment la voix de Sylvie devenait tendue quand elle devait m'expliquer quelque chose, plus d'une fois. Lente. Ce mot s'est coincé dans ma poitrine comme une pierre. Je ne m'étais jamais considérée ainsi. Moi qui avais enseigné à tant d'enfants, qui avais entretenu un foyer, qui avait fait du bénévolat à la bibliothèque, qui avait aidé à organiser des événements communautaires. J'avais construit une vie petit à petit, soigneusement, comme quelqu'un qui pose brique après brique. Mais maintenant, à 70 ans, tout ce qui m'avait si bien servi auparavant, mon rythme tranquille, ma façon mesurée de parler, mon habitude de réfléchir soigneusement aux choses, était devenu un fardeau. Personne ne l'a dit à haute voix, du moins pas au début, mais on n'a pas besoin de mots pour manifester de la déception. Cela se voyait dans la façon dont Sylvie avait cessé de me demander mon avis sur ce qui se passait dans la maison, dans la façon dont Thomas parlait de moi à la troisième personne quand il était avec les enfants, comme si j'étais juste un autre meuble dans le salon. Quelque chose qui est là, mais qui dérange. Cela se voyait dans la façon dont ils n'avaient pas commencé à me traiter, non pas comme une partie de leur vie, mais comme un problème qu'ils devaient supporter. Et pourtant, j'ai enduré cela, parce que c'est ce qu'on fait quand on aime quelqu'un. On reste plus longtemps qu'on ne le devrait. On trouve des excuses. On se convainc que la faute est la nôtre, que si on essayait plus fort, souriait davantage, parlait moins, peut-être que tout reviendrait comme avant. Mais les maisons construites sur des fissures finissent par s'effondrer, et il en va de même pour les illusions. Un soir, après un dîner inconfortable, où j'avais simplement demandé à quelle heure les enfants sortaient de l'école et avaient été accueillis par des regards étranges et des gestes d'agacement, je me suis assise au bord de mon lit et j'ai regardé par la fenêtre dans l'obscurité. Le jardin était vide. La balançoire que Thomas avait fabriquée pour les enfants était immobile. J'ai pensé à toutes ces années que j'avais passées à construire une vie. Ce n'était pas parfait, mais c'était réel, rempli de rires, de disputes et de jours ordinaires qui, avec le temps, étaient devenus quelque chose de précieux. J'ai pensé à Pierre, comment il aurait pris ma main et m'aurait dit que notre foyer était partout où nous étions ensemble. Et c'est alors que j'ai compris, avec une clarté qui faisait plus mal qu'elle ne soulageait, je n'étais plus chez moi. J'étais une visiteuse, une nuisance qu'ils toléraient à peine, l'ombre d'une vie qu'ils avaient déjà laissée derrière, eux. Mais en moi, cette partie obstinée et calme, celle qui avait vu des générations d'enfants grandir grâce à ma patience, s'est réveillée. Elle m'a chuchoté à l'oreille que je n'avais pas fini, que je méritais plus que de vivre acculée dans la vie de quelqu'un d'autre. La vitesse n'a jamais défini la valeur d'une vie. Je suis restée assise là, longtemps. La maison est devenue silencieuse autour de moi. L'horloge dans le couloir continuait à faire tic-tac. Et au fond de moi, quelque chose a commencé à prendre forme. Une décision. Il pensait que j'étais lente. Il se trompait. Au début, les fissures dans notre coexistence étaient si petites que je me suis presque convaincue qu'elles n'existaient pas. Ma vie avec Sylvie et Thomas a continué avec sa routine tranquille et prévisible. Je me levais tôt,
bien avant tout le monde, et me déplaçais silencieusement, sur la pointe des pieds, pour ne déranger personne. Je préparais le café et m'asseyais près de la fenêtre de la cuisine, avec la lumière tamisée, regardant le monde se réveiller lentement. Au moment où Sylvie descendait les escaliers, déjà habillée et composée comme toujours, j'avais déjà nettoyé la cuisine, rangé le salon et nourri le chat. Parfois, elle m'adressait un petit sourire distrait et me remerciait à voix basse sans quitter son téléphone des yeux. Je me contentais de cela. Je prenais ces petits gestes comme si c'était des médailles qu'on m'accrochait, même si à l'intérieur je me sentais vide. Thomas, quant à lui, me parlait à peine, sauf si c'était strictement nécessaire. Au début, je pensais que c'était à cause du stress du travail. Il rentrait toujours fatigué et se plaignait beaucoup pendant le dîner. Mais avec le temps, j'ai réalisé qu'il me regardait moins. Et quand il le faisait, c'était avec moins de patience. Sa tolérance s'épuisait peu à peu, comme une corde qui s'effiloche lentement. Le premier signe clair est venu un samedi matin. Je suis sortie dans le jardin pour aider. Cela faisait longtemps que je n'avais pas travaillé avec la terre, mais mes mains se souvenaient encore comment faire, même si mes genoux protestaient. Je me suis agenouillée près des fleurs et j'ai commencé à arracher les mauvaises herbes qui poussaient parmi les rosiers que Sylvie entretenait avec tant de soin. Je me suis tellement concentrée que le temps m'a échappé. Sentir la terre entre mes doigts m'a donné une paix que je n'avais pas ressentie depuis longtemps. Quand Sylvie m'a vue là, elle a souri, mais son sourire semblait tendu, forcé. Elle m'a dit, d'un ton léger mais très clair, qu'il valait mieux laisser cela au jardinier. Elle l'a dit comme si elle plaisantait, mais sa voix avait une nuance froide. Elle ne voulait pas de mon aide. Elle ne voulait pas que je laisse ma marque dans sa vie parfaite et ordonnée. Le deuxième signe est venu lors d'un dîner familial. J'avais proposé de cuisiner. J'ai préparé un poulet rôti aux légumes, comme ceux que Pierre et moi mangions, les dimanches soir. J'ai passé des heures à cuisiner, fredonnant doucement pendant que l'arôme remplissait la maison. Cette odeur qui me rappelait la maison. Quand j'ai finalement servi le repas, Sylvie a mangé un peu sans dire grand-chose, juste par politesse. Mais Thomas n'a même pas essayé de cacher son dédain. « C'est un peu sec », a-t-il dit, poussant la nourriture autour avec sa fourchette, sans me regarder. « Nous devrions probablement commander la prochaine fois », a-t-il ajouté avec désinvolture. Cette cruauté désinvolte m'a frappé comme un seau d'eau glacée. J'ai juste souri, hochant la tête, et avalé le nœud qui se formait déjà dans ma gorge. Je me suis dit que ça n'avait pas d'importance, que j'avais préparé ce repas pour moi-même, pour le souvenir d'un foyer qui n'existait plus. Mais, dans le silence qui a suivi, la nourriture que j'avais préparée avec tant de soin n'avait aucun goût, comme si elle s'était transformée en cendre dans ma bouche. Après cette nuit, les dîners familiaux sont devenus moins fréquents. Sylvie et Thomas disaient toujours qu'ils avaient des réunions de travail, des événements scolaires, n'importe quelle excuse pour ne pas s'asseoir à table avec moi. La plupart du temps, je mangeais seule, assise au bout d'une longue table, faite pour les rires et les conversations qui ne venaient plus. Les petites humiliations s'accumulaient jour après jour. Un après-midi, j'ai entendu Sylvie dire à une voisine que m'avoir là avait été tout un ajustement, sur un ton qui sonnait plus comme de la résignation que du plaisir. Une autre fois, Thomas m'a dit qu'il voulait m'acheter une tablette pour que je puisse me distraire et ne pas toujours errer partout. Il a ri en le disant. Mais le message était clair. J'étais comme un vieux meuble que quelqu'un avait hérité sans le vouloir et ne savait pas où placer. Même les enfants, qui étaient autrefois si affectueux et voulaient faire passer du temps avec moi, ont commencé à s'éloigner. Ils ne me demandaient soit plus de leur raconter des histoires le soir. Ils ne m'invitèrent plus à leurs jeux ou à leurs récitals de piano. Ils apprenaient ce qu'ils voyaient, comme tous les enfants, copiant ce que font les adultes.
Ils apprenaient à travers les regards, les silences, à travers la façon dont on leur parlait ou les ignorait. Pourtant, j'ai continué d'essayer. J'ai proposé d'aider aux devoirs, de faire des courses, de surveiller les enfants quand les horaires se compliquaient. Mais chaque fois que je le faisais, ils me disaient non avec un sourire aimable, comme si mon désir d'aider était une gêne qu'ils devaient soigneusement rejeter. Je me suis retirée de plus en plus dans ma petite chambre et j'ai senti les murs se refermer sur moi peu à peu. Je passais du temps à faire des mots croisés, à tricoter ou à relire les mêmes vieux romans encore et encore, jusqu'à ce que les pages soient toutes cornées. Je me promenais dans le quartier, regardant les jardins bien entretenus et les boîtes aux lettres identiques, faisant semblant que moi aussi je faisais partie de cet endroit, comme si ma vie y avait sa place. Mais même dehors, je sentais les regards des voisins, se détournant rapidement, les pauses étranges dans les conversations. Je ne faisais pas partie de ce monde. Au mieux, ils me toléraient. La dernière fissure, celle qui ne pouvait plus être ignorée, est venue un matin. J'ai perdu mes clés. Je les avais laissées dans la cuisine sans m'en rendre compte, pendant que je rangeais les courses. Quand j'ai réalisé que je ne les avais pas, la panique a frappé ma poitrine comme un coup. J'ai cherché partout, ouvert des tiroirs, vérifié les tables, retracé mes pas. Rien. Sylvie m'a trouvé dans la cuisine avec les yeux larmoyants, fouillant parmi des papiers et des pièces de monnaie. « Maman !» m'a-t-elle dit avec une patience tendue, mais essayant de paraître calme. « Tu deviens juste plus lente, c'est tout. » Puis elle a souri comme si cela allait arranger les choses. Mais c'était trop tard. Plus lente. Ces mots continuaient à tourner dans ma tête longtemps après qu'elle soit partie. J'ai trouvé les clés plus tard. Elles étaient cachées sous un sac de pommes. Mais à ce stade, les clés n'étaient plus ce qui importait. Ce qui faisait vraiment mal, c'était la réalisation froide, claire et profonde que je ne faisais plus partie de leur vie. Peu importe combien j'essayais, peu importe combien je me mettais de côté ou combien je laissais derrière moi de ma vieille vie quand j'ai franchi cette porte, je ne serais jamais assez rapide, assez intelligente ou assez jeune pour rentrer à nouveau dans leur monde. Les fissures n'étaient pas plus petites. Maintenant, c'était d'énormes vides. Des abîmes qui divisaient complètement le peu que j'avais essayé de reconstruire de toutes mes forces. Et au fond, bien en moi, quelque chose a commencé à changer. Une nouvelle décision ferme. S'ils pensaient que j'étais lente, s'ils croyaient que je ne faisais que déranger, ils étaient sur le point de voir à quelle vitesse je pouvais bouger, quand quelque chose importait vraiment. Ce matin a commencé comme tous les autres. Je me suis réveillée avant tout le monde, comme toujours. La lumière grise de l'aube filtrait à peine à travers les stores de ma petite chambre. Je me suis déplacée avec précaution, libérant des os qui ne répondaient plus comme autrefois, et j'ai enfilé mon pantalon habituel et un vieux pull, usé par tant de lavage. Je suis allée tranquillement dans le couloir jusqu'à la cuisine. Le plancher craquait doucement sous mes chaussons. La maison était silencieuse. Seul le bourdonnement du réfrigérateur et le tic-tac de l'horloge accrochée près du garde-manger se faisaient entendre. J'ai commencé à préparer le café avec cette routine qui m'avait servi tant de fois quand les matins étaient chaotiques et que j'avais des enfants à préparer. J'ai sorti 2 tasses du placard parce que je savais que Sylvie et Thomas descendraient bientôt. J'ai toujours cru que les détails, les petits gestes, étaient ce qui faisait vraiment un foyer. Et même si le nôtre avait déjà beaucoup de fissures, je continuais à ajouter des briques, obstinément, avec l'espoir encore vivant. Je remuais le sucre dans ma tasse quand j'ai entendu des pas à l'étage. Après un moment, des voix sont descendues. Sylvie a parlé en premier. Elle avait l'air saccadée. Et puis Thomas lui a répondu, avec ce ton tranchant. Je ne pouvais pas distinguer ce qu'il disait, mais je n'en avais pas besoin.
Le ton disait tout. Ils étaient contrariés, tendus. Quelque chose se préparait. Je me suis assise à la table de la cuisine avec la tasse chaude entre mes mains, faisant semblant de ne rien entendre. Après tant d'années à être mère, on apprend à faire la sourde oreille quand c'est pratique. Mais ce matin-là, l'air semblait plus lourd. C'était comme quand il va pleuvoir fort, comme si quelque chose de grand allait se produire. Sylvie a été la première à entrer. Ses cheveux étaient tirés en arrière en une queue de cheval serrée. Et ses yeux étaient gonflés, comme si elle n'avait pas bien dormi depuis plusieurs jours. Elle a commencé à bouger rapidement, sortant des céréales, versant du jus, tout sans dire un mot. Puis Thomas est entré, portant un t-shirt froissé, les yeux collants de sommeil. Et tout ce qu'il a fait a été de les frotter paresseusement. Ils m'ont à peine vue. J'étais assise là, petite, presque invisible, sirotant mon café et essayant de ne pas m'impliquer dans la tension qui flottait dans l'air entre eux. Puis Sylvie a parlé. « Maman, pouvons-nous parler un peu ?» Sa voix semblait trop calme, comme si elle l'avait répété. La façon dont elle s'est assise sur le bord de la chaise en face de moi, et comment Thomas s'est appuyé silencieusement contre le comptoir avec les bras croisés, m'a tout dit avant même qu'elle ne dise un autre mot. J'ai posé ma tasse avec précaution, sentant déjà ce nœud froid se former dans mon estomac. Sylvie s'est éclairci la gorge et a regardé Thomas comme si elle cherchait son soutien, puis a reporté son regard sur moi. « Nous avons réfléchi », a-t-elle dit lentement, avec ces pauses que les gens utilisent quand ils veulent que quelque chose sonne plus doux. Dernièrement, nous nous sommes sentis un peu à l'étroit. « À l'étroit ?» ai-je dit, regardant la cuisine, les grands comptoirs, la table pour 6, l'espace immense qui pouvait presque passer pour une salle. « À l'étroit ?» ai-je répété, mais avec un visage sérieux. Sylvie l'a pris comme un signe pour continuer. « Ce n'est pas que nous ne te voulons pas ici, maman. C'est juste qu'avec le travail, les enfants, les horaires, tout s'accumule. Et nous avons remarqué que, eh bien, tu sembles avoir du mal à suivre le rythme. » Suivre le rythme. Cette phrase m'a frappée comme une pierre. Thomas a bougé inconfortablement, s'est éclairci la gorge et a continué là où Sylvie s'était arrêtée, avec le ton de quelqu'un qui explique quelque chose à un client ennuyeux. Nous pensons qu'il serait préférable que tu aies un endroit plus adapté pour toi, pour ton rythme. Pour mon rythme ? J'avais l'impression d'avaler un chiffon sec. Une pointe de honte est montée à ma poitrine. Sylvie m'a souri. Un petit sourire nerveux. Il y a des communautés très agréables, à proximité pour les personnes âgées, avec une vie indépendante, beaucoup d'activités, des gens de ton âge. Cela pourrait être quelque chose de bien pour toi. Bien pour moi. Comme si me mettre à la porte de leur maison, comme si me dire que je suis un fardeau, était un cadeau emballé avec un ruban. Je suis restée très immobile. La cuisine a commencé à paraître floue sur les bords. Le bruit du réfrigérateur semblait plus fort. Le tic-tac de l'horloge résonnait dans mon oreille, comme pour se moquer de moi. Pendant une seconde, j'ai voulu les supplier, leur rappeler qui j'étais, leur dire comment je restais éveillée tard pour coudre à la main des costumes d'Halloween, comment j'emmenais Sylvie à l'école après avoir travaillé toute la nuit au restaurant. J'ai voulu demander s'ils se souvenaient encore de cette femme qui était à chaque match, à chaque récital, applaudissant avec un cœur plein de fierté. Mais je n'ai rien dit parce que je savais que cela ne changerait rien. Pour eux, je n'étais plus cette femme qui avait construit sa vie pas à pas, qui avait fait face à tout et célébré tout. Maintenant, j'étais juste quelqu'un qui bougeait lentement, quelqu'un qui ne s'intégrait plus dans leur vie moderne et précipitée. J'ai forcé un petit sourire tendu. « Je vois », ai-je dit, rien de plus. Sylvie a exhalé comme soulagée. Elle pensait probablement que mon calme était un signe que j'étais d'accord. « Nous allons t'aider à chercher des endroits », a-t-elle dit d'une voix joyeuse que je n'ai pas
cru. Nous voulons que ce soit aussi facile que possible. Thomas a juste hoché la tête comme si tout était déjà décidé. Après cela, la conversation a changé rapidement. Sylvie s'est versée du café. Thomas a commencé à préparer les déjeuners des enfants. La vie a continué comme si rien ne s'était passé, comme s'il n'avait pas juste démantelé tout le monde dans lequel je vivais juste là, à la table de la cuisine. Je suis restée assise un bon moment après leur départ. Mes mains, toujours, sur la table. Le café était devenu froid depuis longtemps. Le silence s'est alourdi. J'étouffais presque. Et là, dans ce silence, quelque chose en moi a changé. Ce n'était pas une rupture. C'était comme si je m'étais durcie à l'intérieur. Je n'allais pas les supplier de rester dans leur vie. Je n'allais pas les laisser me dire combien je vaux, avec des sourires forcés et des mots choisis, avec des pincettes. Je n'allais pas aller quelque part simplement parce qu'ils pensaient que c'était mieux pour quelqu'un comme moi. Ils me voulaient parti. Très bien, je leur accorderais cela, mais pas comme ils le pensaient, pas au rythme qu'ils croyaient que j'avais. Je me suis levée de la table. La chaise a un peu craqué contre le sol. Il y avait des choses à planifier, des décisions à prendre. Ils avaient fait leur mouvement. Maintenant, c'était mon tour, et je n'allais pas attendre plus longtemps. Les jours qui ont suivi cette conversation sont passés tranquillement, comme si nous savions tous, mais que personne ne voulait en parler. Sylvie et Thomas ont continué avec leur routine, mais ils me traitaient avec une courtoisie si fragile que cela faisait plus mal que s'ils m'avaient crié dessus. Chaque mot, chaque geste soigneusement mesuré pour ne pas paraître grossier. Mais encore, chaque moment se sentait comme une piqûre, comme un rappel que je ne m'intégrais plus. C'était comme quand un invité est resté trop longtemps, mais ne veut pas partir. Et personne n'ose lui dire qu'il est temps de s'en aller. J'ai continué à faire ce que je faisais toujours. Je cuisinais, nettoyais, pliais le linge. Mais je ne le faisais plus avec affection. C'était purement automatique, sans enthousiasme. Je ne mettais plus d'efforts dans la cuisine, n'essayais plus de commencer des conversations, ne demandais pas les devoirs des enfants, ne suggérais pas que nous allions nous promener. Je suis devenue une ombre, me déplaçant sans bruit d'un côté à l'autre, invisible, comme si je n'importais plus. La goutte d'eau qui a fait déborder le vase est venue un mercredi après-midi. Le ciel était si bleu qu'il semblait se moquer de moi. Sylvie m'a demandé de surveiller les enfants pendant un moment, alors qu'elle faisait des courses. Bien sûr, j'ai dit oui. J'étais contente. J'avais l'impression de pouvoir enfin être utile à nouveau, de faire partie de quelque chose, même si ce n'était que pour un petit moment. J'ai passé la matinée à faire des biscuits avec les enfants, à les aider avec leurs devoirs, à les écouter parler avec enthousiasme d'un nouveau jeu vidéo qu'ils ne voulaient pas convaincre leurs parents d'acheter. C'était un de ces rares jours qui semblait presque normal, presque complet. Quand Sylvie est revenue, les enfants ont couru pour la saluer, lui ont mis des biscuits dans les mains et ont commencé à bavarder avec elle. Tout le monde était heureux. Elle a souri, les a embrassés, leur a dit qu'ils étaient formidables en pâtisserie et m'a à peine regardée. Je me suis dit que ça n'avait pas d'importance, que voir les enfants heureux était suffisant. Plus tard, après le dîner, j'ai entendu quelque chose qui a brisé le peu qui restait intact en moi. J'étais dans la buanderie du rez-de-chaussée, pliant des vêtements, cette tâche qui était devenue ma cachette, quand j'ai entendu la voix de Sylvie venant de la cuisine. Son ton était sec, avec une colère cachée. Elle ralentit tout, a-t-elle dit. Tu as vu combien de temps elle a mis pour préparer les enfants? C'est comme si elle vivait au ralenti. Thomas a répondu d'un ton fatigué. Elle a de bonnes intentions, mais c'est de plus en plus difficile, Sylvie. J'ai l'impression que nous avons un autre enfant à notre charge. Je me suis figée. La serviette humide est tombée de mes mains, sur le sol. Un autre enfant? Voilà ce que je suis pour eux maintenant. Pas une mère, pas une grand-mère, pas une femme qui s'est cassé le dos toute sa vie pour leur donner le meilleur. Juste un fardeau,
une nuisance. Je me suis éloignée de la porte silencieusement, le cœur serré. J'ai monté les escaliers lentement, comme si chaque marche pesait 2 fois plus. Je suis entrée dans ma chambre et fermé la porte avec précaution et me suis tenue dans l'obscurité. Tout autour de moi semblait plus petit, plus étranger. Je me suis assise au bord du lit avec mes mains tremblant légèrement. J'ai regardé l'édredon qui couvrait le matelas, celui que j'avais cousu avec tant de soin il y a des années. Chaque petit carré de tissu renfermait un souvenir, un morceau de ma vie, de tout ce que j'avais donné pour eux. Et maintenant, même cela n'était pas suffisant. Maintenant, je ne faisais que gêner. Leurs mots pesaient sur ma poitrine, froids, durs comme la pierre. Je leur avais tout donné, amour, soutien, appel de minuit. J'avais gardé les enfants quand ils en avaient besoin. J'avais aidé financièrement quand l'entreprise de Sylvie allait mal. Et maintenant, j'étais juste un problème dont ils voulaient se débarrasser. Mais je ne me suis pas remplie de colère. Ce que j'ai ressenti était de la clarté, une certitude forte et tranquille. Peu importe combien je les aimais ou combien j'avais fait pour eux, je n'étais rien de plus qu'une nuisance à leurs yeux. Et je n'allais pas permettre cela. Je n'allais pas passer un autre jour dans une maison où ma présence était ressentie comme une gêne. Je n'allais pas les laisser décider comment ma vie serait vécue. Je suis restée assise là longtemps, alors que le silence de la nuit tombait sur la maison. Je pouvais entendre la télévision en bas et le tic-tac de l'horloge à côté de mon lit. Et là, dans ce silence, j'ai pris une décision. Pas demain, pas la semaine prochaine, maintenant. Je me suis levée fermement. Il n'y avait pas de rage, je n'ai pas pleuré, je n'ai pas crié. J'avais juste un objectif clair. S'ils pensaient que j'étais lente, ils étaient sur le point de voir à quelle vitesse je pouvais changer ma vie. J'ai emballé mes affaires calmement, juste les choses importantes, tout dans les 2 valises avec lesquelles j'étais arrivée, il y a des mois. J'ai plié mes vêtements soigneusement et rangé les quelques souvenirs qui signifiaient encore quelque chose pour moi. Tout le reste, les cadeaux que je leur avais faits, les petits détails que j'avais réalisés avec soin, pouvaient rester. Je n'en avais plus besoin. Je n'avais plus besoin de m'accrocher à une vie où je n'étais pas désirée. J'ai fini de faire mes bagages juste au moment où l'horloge en bas sonnait minuit. Cela semblait une heure appropriée pour clore des chapitres. J'ai placé les valises près de la porte de ma chambre et me suis assise une fois de plus au bord du lit, avec un cœur calme et un esprit paisible. Demain, quand ils partiraient, je finirais ce qu'ils n'avaient pas commencé. Ils avaient déjà pris leur décision. Maintenant, c'était mon tour, et je n'allais pas attendre plus longtemps. Le lendemain matin s'est levé frais et clair, avec un peu de brume qui flottait au-dessus, de l'herbe bien coupée dans le jardin. Je me suis réveillée avant que le soleil ne se lève. La chambre se sentait encore lourde, mais pas de peur. C'était le poids de savoir ce que je devais faire. Je ne doutais pas. Je n'avais pas peur. J'avais juste une urgence tranquille et ferme, comme si une vieille partie de moi savait exactement quoi faire. J'ai mis des vêtements confortables, un jean, un simple t-shirt et des baskets. Rien qui ne me gênerait. Des vêtements pratiques pour ce qui allait arriver. J'ai attaché mes cheveux en un chignon bas, mis mon ancienne alliance, et je suis restée un moment près de la fenêtre, regardant la lumière commencer à toucher la rue. C'était un bon jour pour recommencer. Sylvie et Thomas sont partis tôt pour le travail, se dépêchant, se parlant en demi-phrase, alors qu'ils traversaient sans la porte d'entrée. Les enfants étaient là déjà à l'école. La maison était vide, mais au lieu de me sentir seule, je me sentais libre. Je me suis déplacée dans la maison calmement, mais sans perdre de temps. D'abord, je suis entrée dans la chambre principale. J'ai sorti les vêtements des armoires, robes, costumes, tout, ce que j'ai plié en piles ordonnées. J'ai rangé les clubs de golf coûteux de Thomas, les sacs de designer de Sylvie et les boîtes à chaussures alignées sur le sol. Je me suis dépêchée mais sans négliger quoi que ce soit.
J'ai touché leurs affaires avec respect, le même respect qu'ils avaient cessé d'avoir pour moi depuis longtemps. Chaque chose que j'emballais était comme retirer une autre brique du mur qu'ils avaient pas mis entre nous. Puis je suis allée dans la chambre d'amis. Quelle ironie, vraiment. Moi, transformée en invitée permanente dans leur maison. J'ai rangé des draps supplémentaires, des coussins décoratifs et des cadeaux de mariage qu'ils n'avaient même pas ouverts depuis des années et qui étaient déjà couverts de poussière. Je les ai mis dans des boîtes et les ai soigneusement empilés près de la porte d'entrée. Après cela, je suis allée dans le salon. J'ai emballé des photos encadrées, des vases et des bibelots en utilisant de vieux journaux que j'ai trouvés dans le garage. La maison a commencé à se vider peu à peu. Les murs ont perdu la vie qu'ils décoraient sur une fondation que j'avais aidé à construire depuis le début. Quand je suis arrivée à la cuisine, j'ai fait une pause. J'ai posé mes mains sur le comptoir en granit froid et je suis restée là un moment, respirant profondément. Cette pièce était autrefois le cœur de mon foyer. Elle sentait le pain fraîchement cuit, la nourriture qui mijotait sur la cuisinière et résonnait avec les rires des enfants qui rebondissaient sur les murs. Mais avec le temps, elle est devenue un endroit froid, rempli de silence et de repas, inconfortable. J'ai emballé les assiettes, les couverts et ces appareils de cuisine qu'ils avaient insisté pour acheter, mais qu'ils utilisaient à peine. J'ai pris les céréales biologiques et chères du garde-manger. J'ai tout nettoyé jusqu'à ce que ça brille. Tout ce que j'ai fait, je l'ai fait avec intention. Ce n'était pas par colère, c'était pour récupérer quelque chose de moi-même. Quand j'ai fini avec la partie inférieure de la maison, je suis allée au garage. Il était plein d'outils que Thomas n'utilisait jamais, de boîtes que Sylvie disait qu'elle allait donner mais ne l'a jamais fait, et de vélos que les enfants ne pouvaient plus utiliser. J'ai tout vérifié, séparant ce qui partait et ce qui restait. J'ai mis leurs déchets près des poubelles, et le reste, je l'ai emmené à l'avant. À midi, la cour avant était pleine de boîtes, de sacs et de choses soigneusement empilées. Les voisins passaient plus lentement dans leur voiture, se tournant pour voir ce qui se passait. Je m'en fichais. Qu'ils se demandent, qu'ils parlent, s'ils le veulent. Je ne cachais rien. La nuit précédente, j'avais loué un petit garde-meuble de l'autre côté de la ville. Je n'allais rien jeter, juste tout ranger correctement, de façon ordonnée, et laisser la clé avec une note. Je ne cherchais pas la vengeance. Je voulais juste fermer ce chapitre. J'ai appelé une entreprise de déménagement et leur ai dit que j'avais besoin d'aide pour emmener toutes les affaires dans un garde-meuble. Ils ont dit qu'ils arriveraient dans 1 heure. Je me suis assise sur la terrasse avec un verre d'eau à la main, sentant le soleil sur mon visage. En attendant, j'ai pensé à Pierre, aux promesses que nous avions faites quand nous étions jeunes, un peu fous et pleins de rêves. Nous avions juré de construire une vie avec respect, affection et honnêteté. Mais avec le temps, cette vie s'est brisée, pas à cause de tragédies ou du passage des années, mais parce que les personnes à qui nous avons donné nos cœurs ont cessé de valoriser cela. Et oui, ça faisait mal, mais moins que je ne le pensais. 2 jeunes hommes forts et gentils sont arrivés et, sans poser de questions, ont commencé à charger le camion. Je leur ai offert de la limonade. Ils ont accepté avec gratitude et nous avons discuté un peu de la météo et du football. En moins de 2 heures, ils ont vidé la maison. Je leur ai donné l'adresse du garde-meuble et les ai suivis dans ma voiture. Là, nous avons tout déchargé. Nous avons arrangé les boîtes et je les ai payées avec de l'argent que j'avais économisé pour les urgences. Je les ai remerciés sincèrement. Quand je suis revenue, la maison semblait différente. Vide, oui, résonnante, mais pas triste, comme si elle aussi avait besoin de respirer à nouveau. J'ai parcouru chaque pièce une dernière fois. J'ai touché les murs, les cadres, les espaces où vivaient autrefois les souvenirs. J'ai laissé une enveloppe dans la cuisine
caché sous le coq en céramique que Sylvie avait insisté pour garder de ma maison précédente. À l'intérieur, j'ai laissé la clé du garde-meuble et une simple note. J'ai emmené vos affaires dans un garde-meuble. C'est payé pour 6 mois. Prenez soin de vous. Rien de plus, pas d'explication, pas d'excuses, pas de récrimination. Juste la vérité. Directe et sans détour. Je suis allée dans ma chambre, a pris ma valise, la même valise usée avec laquelle j'étais arrivée dans cette maison il y a quelques mois, et l'ai amenée à la voiture. Quand j'ai démarré le moteur et me suis éloignée du trottoir, je n'ai pas regardé en arrière. La maison est devenue plus petite dans le rétroviseur, un endroit qui n'était plus le mien, et je n'en faisais plus partie. Devant moi s'étendait une route ouverte, une nouvelle vie qui m'attendait. J'ai serré le volant fermement et j'ai souri. Il m'avait sous-estimé. Il pensait que je ne bougerais pas. Il se trompait. Cette journée semblait étrange mais paisible. Une fois que tout était emballé, rangé et à sa place, je suis partie dans l'après-midi pour un petit café à quelques pâtés de maison de l'entrepôt. Je me suis assise près de la fenêtre, buvant un café chaud, avec un esprit calme. Je ne ressentais ni anxiété, ni doute. J'avais fait ce que je devais faire, et maintenant je n'avais plus qu'à attendre ce qui allait venir. J'ai regardé le monde passer de l'autre côté de la vitre. Des enfants à vélo, des couples promenant, leurs chiens, le rythme normal d'un quartier occupé par ses propres affaires. Et pour la première fois depuis longtemps, j'ai compris que je n'attendais plus que quelqu'un m'approuve. J'avais cessé d'attendre qu'ils me fassent partie de leur vie. Je vivais déjà la mienne. Quand le soleil a commencé à se coucher, j'ai payé mon café, laissé un bon pourboire et suis retournée à la maison. Je me suis garée quelques maisons plus loin, juste assez loin pour qu'ils ne remarquent pas immédiatement la voiture. Je ne voulais pas être à l'intérieur quand Sylvie et Thomas reviendraient. Je voulais que le pur silence de la maison vide soit la première chose qu'ils trouvent. J'ai attendu, cachée sous l'ombre du vieux chêne du voisin. Je sentais cette étrange excitation dans ma poitrine, comme si quelque chose flottait à l'intérieur. Il était un peu après 18 heures quand j'ai vu leur SUV tourner au coin. Même de là, je pouvais les voir. Sylvie parlait avec animation, bougeait beaucoup les mains, et Thomas lui prêtait à peine attention, absorbé par son téléphone. Ils semblaient fatigués, distraits, dans leur monde, un où je n'étais qu'une réflexion après coup. Ils sont entrés dans le garage et pendant un moment, tout était silencieux. Puis Sylvie est sortie de la voiture. J'ai vu son visage changer. D'abord, elle avait l'air confuse. Elle a plissé les yeux, regardant la terrasse vide, les pots sans plantes, les fenêtres sans rideaux. Thomas est également sorti, regardant étrangement la maison. Ils se sont dit quelque chose, des mots courts et tendus. J'imaginais ce qu'ils pensèrent déjà. Avons-nous été cambriolés? S'est-il passé quelque chose? Pourquoi notre maison a-t-elle l'air si abandonnée? Sylvie s'est approchée de la porte avec précaution, cherchant maladroitement ses clés, et jetant un coup d'œil de côté à Thomas, elle lui a fait signe de se dépêcher. Son corps semblait tendu. La porte s'est ouverte brusquement, et bien que j'étais loin, je pouvais presque sentir l'impact tomber sur eux comme une vague. La maison était vide, complètement vide. Il n'y avait pas de photos sur les murs, pas de canapé, pas de table à manger, pas de décoration. Aucune de ces choses qu'ils avaient choisies avec tant de soin. Juste des sols vides et de l'écho. Ils sont entrés, tendus, tournant là, tête de côté et d'autre, essayant de comprendre ce qu'ils voyaient. Il ne leur a pas fallu longtemps pour voir l'enveloppe dans la cuisine. Sylvie l'a ramassée avec des mains légèrement tremblantes et l'a ouverte. J'ai vu ses lèvres bouger tandis qu'elle lisait le message. Son visage a changé en quelques secondes. D'abord confuse, puis surprise, et enfin furieuse. Thomas s'est approché pour lire par-dessus son épaule. Son visage est devenu rouge de colère. J'aurais aimé entendre ce qu'il disait, mais je n'en avais pas besoin. Je les connaissais bien. Il se demandait
Probablement. Comment a-t-elle pu faire ça? Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Est-ce même légal? Ils chercheraient des réponses, des excuses, quelqu'un à blâmer autre qu'eux-mêmes. Ils ont probablement parlé de trahison, de mon ingratitude, de l'injustice de tout cela. Mais au fond, ils savaient. Ils m'avaient mise de côté comme si je n'avais plus d'importance, comme si j'étais dans le chemin. Ce à quoi ils ne s'attendaient, jamais, c'était que je parte de mon propre chef, que j'aie le courage de partir avec dignité, sans demander la permission. J'ai vu Sylvie s'effondrer sur le sol du salon maintenant complètement vide. Elle serrait l'enveloppe froissée dans sa main. Thomas faisait les 100 pas, tirant ses cheveux, son téléphone portable déjà à son oreille, appelant probablement des entreprises de déménagement, des installations de stockage, ou même des avocats. Mais rien de tout cela ne changeait ce qui était maintenant clair. La maison n'était plus sous leur contrôle. Autrefois, c'était un foyer. Maintenant, ce n'était qu'une coquille, un souvenir de ce qui était perdu et des décisions qu'il avait prises. J'ai attendu qu'il soit bien à l'intérieur, puis je suis partie. J'ai marché lentement, sans me presser, jusqu'à ma voiture. Je ne me sentais pas triomphante ou désireuse de célébrer, juste soulagée. Un calme propre, comme respirer enfin après longtemps. J'avais choisi de partir avant qu'il ne me jette dehors. En conduisant vers mon nouveau lieu, je suis passée par des endroits familiers. L'école où Sylvie avait gagné un concours d'orthographe. Le parc où Pierre m'avait demandé en mariage sous les arbres d'automne. Je me souvenais de ces beaux jours, si vivants dans ma mémoire, et j'ai un peu pleuré. Comment faire le deuil d'un enfant qu'on ne reconnaît plus? J'ai emporté les souvenirs avec moi, mais ne les ai pas laissés me piéger. Cet endroit n'était plus le mien. Le soleil commençait à se cacher, baignant tout d'une lumière dorée et douce. Un nouveau chapitre commençait, et cette fois, je l'écrirais. Cette première nuit dans mon nouveau lieu était différente. Un autre type de silence. Ce n'était pas ce silence froid qu'on ressent quand on n'est plus le bienvenu. C'était un silence calme et paisible, comme quand on peut enfin expirer après avoir retenu son souffle pendant longtemps. Je me suis assise au bord du lit, dans mon petit appartement, avec le bruit de fond du réfrigérateur et quelques boîtes encore non déballées, disposées contre le mur. Je n'avais pas de meubles luxueux ou de décorations coûteuses ou de sol brillant. Juste 4 murs, quelques affaires à moi, et ce sentiment qu'enfin, j'avais quelque chose qui n'était qu'à moi. Cette nuit-là, en regardant par la fenêtre, le parking vide, éclairé par la lumière jaune de la rue, j'ai su que je devais fermer correctement cette dernière porte. Il ne suffisait pas de partir. Je devais dire un véritable adieu à la vie que j'avais essayé si fort de maintenir, aux personnes que j'aimais même quand elles avaient clairement indiqué que mon amour n'était plus suffisant pour elles. Le lendemain, je me suis réveillée, tôt comme c'était devenu mon habitude. J'ai préparé un petit déjeuner simple, café et toast. Je me suis assise à la table de la cuisine, regardant la cour tranquille. J'ai laissé le soleil du matin réchauffer mon visage, le sentant pénétrer dans ma peau et mes os. Et là, j'ai décidé quelque chose. J'allais visiter l'ancienne maison une dernière fois. Pas pour me battre, pas pour expliquer quoi que ce soit, juste pour dire adieu comme il se doit. J'ai conduit lentement à travers les mêmes rues. Les arbres qui bordaient les trottoirs changeaient déjà de couleur. Rouge, jaune, orange. Ils me rappelaient que tout ce qui est vivant change, que rien ne reste pareil pour toujours. Je suis passée par le parc où Sylvie jouait quand elle était petite, ses couettes volant, alors qu'elle courait vers les balançoires. Je suis aussi passée par le supermarché, où je passais les samedis matins à acheter des choses pour les dîners familiaux, dont personne ne se souvient plus. Quand je suis arrivée à la maison, je suis restée dans la voiture un moment, la regardant de loin. Elle semblait la même qu'avant, belle, bien entretenue, parfaite. Mais quelque chose avait changé. Elle ne ressemblait plus à un foyer, juste à une maison, une structure.
Je suis sortie de la voiture et j'ai marché lentement dans l'allée, écoutant le gravier craquer sous mes chaussures. Je ne portais rien avec moi. Pas de lettres, pas de discours, juste moi-même, calmement, avec la certitude que je devais à mon passé un adieu convenable. La porte d'entrée était fermée, bien sûr, mais cela n'avait pas d'importance. Je n'allais pas entrer. Je me suis tenue sur la terrasse. J'ai posé ma main sur la rambarde en bois usé et j'ai fermé les yeux. Je me souvenais des Noëls près de la cheminée, riant aux mauvaises blagues de Pierre. Je me souvenais des premiers pas de Sylvie sur le tapis, ses petites mains tendues, essayant de ne pas tomber. Je me souvenais des nuits à coudre des costumes d'Halloween, des matins à préparer des déjeuners pour l'école. Tous ces jours remplis d'un amour simple, mais énorme. Rien de tout cela n'était dans cette maison maintenant. Tout cela avait toujours vécu en moi. Je n'ai pas pleuré. Je pensais peut-être que je le ferais. Mais je n'ai pas pleuré. Ce que j'ai ressenti était quelque chose de différent. Une profonde gratitude, le genre qui fait un peu mal pour les bonnes années, pour ce que j'ai appris, même pour la douleur qui m'a finalement forcée à me mettre en premier. J'ai touché la porte doucement, avec le bout de mes doigts, comme une bénédiction silencieuse. Puis je me suis retournée. En redescendant le chemin, j'ai vu Thomas debout à la fenêtre. Son visage pâle et triste était derrière la vitre. Il n'a pas ouvert la porte. Il ne m'a pas parlé. Nous nous sommes juste regardés de loin, avec tout ce qui était resté entre nous. Des décisions, des silences, des choses non dites. Pendant un moment, je me suis demandé s'il le regrettait, s'il pensait à toutes ces nuits où je suis restée éveillée pour calmer ses cauchemars, au matin où je suis allée à ses événements scolaires et applaudi plus fort que quiconque. S'il se souvenait encore combien je l'aimais, non pas parce que je le devais, mais parce que pour moi, c'était aussi naturel que de respirer. Mais ce moment est passé, et j'ai compris que cela n'avait pas d'importance. Le regret est quelque chose de très personnel. Il devrait le porter, ou ne pas le porter, tout comme j'avais porté ma propre douleur en silence pendant tant d'années. J'ai souri d'un petit sourire triste, juste pour moi-même. Je suis montée dans la voiture. Je n'ai pas regardé en arrière, en partant. Le voyage de retour semblait différent cette fois, plus léger. La rue semblait plus large, le ciel plus clair. J'ai allumé la radio et laissé la musique remplir la voiture. C'était une simple chanson de campagne, une de celles qui parlent de recommencer. Sans m'en rendre compte, je fredonnais déjà. Quand je suis arrivée à mon appartement, j'ai garé la voiture et je suis restée là un moment, laissant le moteur se calmer en silence. C'était mon foyer maintenant. Non pas parce qu'il était grand ou impressionnant, mais parce qu'il était à moi. J'ai pris mon sac, verrouillé la voiture et suis entrée. César, le chat tigré que j'avais adopté presque sans réfléchir, au refuge, m'attendait à la porte avec un miaulement endormi. Je l'ai pris et enfoui mon visage dans sa fourrure chaude et ressenti une paix dont je ne savais pas que j'avais besoin. Je l'ai posé et me suis dirigée vers le petit balcon. Je suis sortie pour prendre l'air frais de l'après-midi. En bas, la cour était calme. Quelques voisins discutaient sur un banc, riant doucement. Je me suis appuyée sur la balustrade et les ai regardés un moment. Je ne me sentais pas comme une étrangère, juste comme quelqu'un de nouveau essayant de trouver sa place. Ce n'était pas la vie que j'avais planifiée, mais c'était la vie que j'avais choisie. Et c'était suffisant. J'ai fermé les yeux, laissant le vent ébouriffer un peu mes cheveux, et j'ai murmuré un doux adieu au passé. Ce passé m'a formé, oui, mais il ne me définissait plus. Devant moi s'étendait un avenir sans culpabilité, sans devoirs imposés, juste la liberté, l'espoir et la joie obstinée et simple d'être encore en vie. Et pour la première fois depuis longtemps, je n'avais pas peur de la vivre. La première semaine dans mon nouveau foyer était comme ouvrir un cadeau qui avait été rangé pendant des années.
Chaque matin, je me réveillais avec une douce lumière entrant par la fenêtre de ma chambre. L'air frais avec l'odeur d'herbe mouillée et de fleurs du petit jardin en dessous. Il n'y avait personne qui frappait à la porte. Il n'y avait pas de tension qui attendait dans le couloir. Il n'y avait pas besoin de réfléchir à chaque mot avant de le dire. Il y avait juste moi, le silence et la liberté de remplir mes journées, comme bon me semblait. J'ai pris mon temps pour m'installer. Je n'étais pas pressée de tout déballer. Je ne me suis pas mise la pression pour décorer ou avoir tout en ordre immédiatement. J'ai laissé l'espace respirer avec moi et je me suis progressivement habituée au rythme de ma vie à nouveau, sans avoir à répondre à ce que quelqu'un d'autre attendait de moi. J'ai accroché quelques photos, une de Pierre et moi sur la plage il y a de nombreuses années, quand le vent ébouriffait nos cheveux et que tout était plus simple. Une autre de Sylvie quand elle était enfant, avec ce sourire pur qui fait fondre le cœur. Malgré tout ce qui s'est passé, ces souvenirs sont toujours les miens. Et au lieu de me faire mal maintenant, ils me donnent une douce chaleur, comme une petite couverture par un après-midi froid. Le matin, je prenais mon café sur le petit balcon qui donnait sur la cour. César, mon chat tigré,